Mais nous voulons, on veut pas partir. On veut pas partir. Moi, j'ai discuté avec les Ivoiriens. Le problème des Ivoiriens, si vous voulez, c'est qu'ils font l'amalgame. Ils font l'amalgame, mais eux, ils ont... moi, j'essaie de leur faire passer le message pour dire qu'il ne faut pas qu'ils s'en prennent aux Français, il faut qu'ils s'en prennent à l'État français, mais pas aux Français. Les Français, nous, ici, qu'est-ce qu'on est? On est représentés par quoi? Par nos députés de l'étranger, ça n'existe rien, ça représente rien du tout. Nous, qu'est-ce qu'on est? Nous, on n'est pas du tout solidaires avec cette politique-là. Nous, on la vit au jour le jour, on n'est pas du tout d'accord. Ce sont des accords de Marcoussis sont absolument inapplicables. Demandez à des gendarmes, parce que les gendarmes ont payé un lourd tribut, ils ont eu des centaines et des centaines de camarades massacrés dans le Nord. On va leur demander aujourd'hui d'accepter qu'un ministre, leur supérieur hiérarchique, soit le chef des rebelles. Mais dans aucun pays du monde on pourrait accepter ça. Bonjour. Ce que vous venez d'entendre, c'est un Français qui a un business sur Abidjan en Côte d'Ivoire en 2003. Et qui a été contacté par, je crois, c'était la radio française RTL, pour donner son avis sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'était en 2003, c'est-à-dire il y a 10 ans de cela, quand des événements se passaient terribles, empêchaient en fait le président Gbagbo d'exercer sa pleine légitimité et son pouvoir sans restriction sur toute la Côte d'Ivoire. Et là, ce que vous venez d'entendre, c'est quelque chose qu'on a entendu en 2002 aussi à Madagascar, juste quand Marc Ravalman voulait insister à accéder au pouvoir, par la rue aussi, il faut le reconnaître. Et en ce temps-là, il y avait des Français qui disaient, nous sommes pour ce nouveau gouvernement, pour Marc Ravalman, parce que la France n'est pas nous, la politique française n'est pas du tout notre politique. Jacques Chirac fait ce qu'il veut, mais il ne comprend rien à Madagascar. Et là, on entend la même sérénade d'un Français qui a 26 ans de Côte d'Ivoire. Donc on peut situer déjà dans quelle zone se trouve notre invité. Excusez-moi, mais dans ce cas-ci, c'est une incroyable quand même impudence. Moi, j'entends des Français dire ouais, il faut pas nous confondre avec notre gouvernement. Nous, on n'est pas contre vous, patati patata. Moi, je n'ai qu'une chose à dire et je le dis clairement. Si vous êtes à Madagascar, si vous êtes en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en ce temps-là, c'est que le rapport de force fait que la France ne peut qu'obliger le pays qui vous accueille de vous accueillir avec des privilèges et des avantages sur les locaux. Que ce soit sous forme d'aide, que ce soit sous forme d'incitation, et maintenant encore c'est pire à Madagascar, que ce soit sous forme de financière. Donc aucun Français à Madagascar, aucun Français en Côte d'Ivoire ou au Cameroun ne peut dire ça comme ça. Mais nous, on est là pour vous. Ne confondez pas, vous faites un amalgame avec le gouvernement français qui fait n'importe quoi et nous. Mais vous êtes là parce qu'il y a un rapport de force, parce qu'il y a un système qui vous favorise, et vous êtes là parce que vous faites partie, vous êtes complices, vous êtes des parasites de ce système. Vous n'allez jamais enlever ça de la tête d'un malgache. Vous êtes les parasites d'un système et il faut vous assimiler comme cela. C'est pas en pleurnichant parce qu'on touche à votre business, parce que les autres qui vont venir ne vont pas être vos amis, que tout d'un coup vous avez une aura de sainteté, de loyauté envers le pays qui vous accueille. Ce pays ne vous accueille pas. La France a un contrôle sur les dirigeants de ce pays. Et ce contrôle favorise votre installation. Elle favorise à tel point qu'elle écrase les mêmes locaux qui voudraient faire la même chose. Et vous allez pleurnicher en disant « Ouais, c'est pas possible, on n'est pas comme ces gens-là qui nous... » Il faut arrêter avec ça. On n'est pas des cons. Si vous êtes là, c'est qu'il y a un ordre des forces qui n'est pas du tout favorable aux locaux. Et vous n'enlèverez jamais ça du cerveau et du cœur d'un malgache. C'est vraiment... J'ai mis là par exemple, j'ai mis un cartoon qui était sur internet, sur un Facebook
que je regarde régulièrement, et vous êtes dans le même cas. C'est un soldat américain qui dit à un petit arabe, irakien certainement, dont il a tué les parents, saigné tout ce qu'il veut, il dit, mais attends, ne t'en prends pas à nous petits pour avoir tué tes parents. Prends-toi-en à Obama, nous ne faisons que suivre ses ordres. Vous êtes dans le même cas. C'est-à-dire que vous voulez vous abriter derrière une sorte de comment on appelle ça, d'innocence, alors que vous êtes là, vous êtes la preuve, s'il en fallait, vous êtes la preuve de comment on appelle ça, de la suzeraineté du pays qui vous accueille par rapport à la France. Vous êtes là parce que le pays qui vous accueille est faible par rapport à la France. Faible sous plusieurs aspects, parce que c'est la France qui a installé c'est pas des poupettes, comment on dit ça, ces pantins et ces marionnettes. Et c'est parce que la France qui paie peut-être l'armée du coin, ou qui envenime les relations interethniques du pays. Vous êtes là comme complice. Il faut le garder en tête. Vous êtes là comme complice. Et dans mon histoire personnelle, au début des années 90, je vais à Madagascar, à Thomas, là où habitaient mes parents. Et je dis, je vais contacter, c'était en 1993, je vais contacter des Malgaches qui faisaient déjà de l'informatique. J'étais au courant, j'avais des adresses. Je vais les contacter, j'ai dit, puis on verra ce qu'on peut faire avec ces gens-là. Et comme moi, j'étais briefé par des Français qui ont déjà fait quelque chose d'analogue, mais à Diego Suarez, j'ai dit, je vais aller voir le consulat de Tamatave, le consulat français de Tamatave, parce que je suis un national français. Et pour votre information, je suis un national français avec comme nationalité la nationalité française. J'ai été dépourvu de ma nationalité malgache par une obligation des Français à mon père à abandonner la nationalité malgache pour pouvoir aller demander sa réintégration en tant que Français en 1972. Mon père l'a fait. Le général Ramanantsoa, qui était une de ses connaissances, a vite fait en moins de 3 dans les années 70 un décret durant la nuit pour dire qu'on a perdu la nationalité malgache. En moins de 3, c'est l'histoire de 2 heures la nuit. C'était en 1977, 75, je sais plus, 60. Et j'ai perdu la nationalité malgache pour ça. Donc je vais à Tamatave et je vais quand même au consulat. Je dis, j'aimerais avoir tel ou tel, selon ce qu'on m'a dit des Français nationaux qui ont fait des affaires à Diego, j'ai droit à ceci et cela. Et puis il a dit, non, attendez monsieur, attendez, vous êtes malgache? Je dis, je suis malgache, mais je n'ai que la nationalité française. Alors la femme me dit, non mais les malgaches quand ils arrivent à Madagascar, ils sont malgaches, hein, ils peuvent plus prétendre à tout ce qui est avantage des nationaux français. Alors je lui ai dit, mais attendez, vous me faites rire, je n'ai que cette nationalité-là, je n'ai même pas la nationalité malgache. Comment pouvez-vous me dire ça? D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est à ce moment-là que je me suis dit, chaque fois que je vais dans une administration, il faut que j'ai sur moi au moins 2 enregistreurs. J'ai commencé à cumuler des enregistrements de toutes mes démarches. Parce que ces gens-là, surtout dans l'administration française, que ce soit préfectorale ou une administration quelconque publique, ont cette fâcheuse habitude de mentir. De nier ce qu'ils ont demandé aux gens, que ce soit au consulat, que ce soit dans les services consulaires, et de le dire avec un aplomb incroyable, et avec leur chef derrière, le chef de service qui a dit, ah oui, j'étais là quand elle disait ça. C'est n'est même pas caricatural, et je suis sûr que je ne suis pas le seul à l'avoir vécu. Alors elle me dit, non, vous êtes malgache, si vous arrive un pépin, vous êtes malgache, vous êtes malgache quand vous touchez de vos pieds le sol malgache. C'est-à-dire que je perds tous les avantages d'un national français. Je n'ai que cette nationalité-là. Quand j'arrive, je n'avais que cette nationalité-là. En fait, je l'ai encore, que cette nationalité-là en arrivant à Tamatave en 1993.
Alors je sors de là vraiment très énervé, parce que je savais qu'il y avait une manne financière à récupérer dans la chose. Ça ne fait rien. Et je vois des gens des Indo-Pakistanais, en l'occurrence c'était des Pakistanais avec leur, comment on appelle ça, leur petite calotte là, qui me suivaient parce qu'il fallait faire la queue quand même. Alors j'ai dit, je vais traîner un peu pour entendre ce qu'ils sont en train de dire à la femme. Les 3 Pakistanais qui sont de nationalité française, ils sont accompagnés d'un créole. Et le créole, c'est le créole qui leur traduit ce que dit en français la secrétaire de la femme qui m'avait reçu. C'est un créole qui leur traduit ça, parce qu'ils ne parlent pas le français, ils ne comprennent pas le français, mais ils ont des papiers français. Je vous dis, moi, je ne raconte pas des bêtises, j'ai des preuves de ce que j'avance, et encore plus maintenant qu'avant, et j'ai vu à quel point même en tant que national français, quand vous touchez le sol de Madagascar, et que par malheur, pour moi c'est pas un malheur, vous êtes malgache d'origine, réellement malgache d'origine, en 1993 jusqu'en 2005, il y a une chose qui est certaine, vous étiez un malgache, vous perdez vos droits de national français quand vous touchez le sol malgache. Alors quand j'entends ce genre de pleurnicheurs de la Côte d'Ivoire là, en disant ouais mais je suis de votre côté, tout ça, ça me fait bondir jusqu'au plafond. Parce que le français il réfléchit comme ça. Comment voulez-vous que ce peuple-là change, alors que dans sa construction mentale, dans ce qu'on lui a fait avaler, il y a des contradictions incroyables, des contradictions sur le plan spirituel, des contradictions sur le plan intellectuel. Parler d'intellect même est très étonnant, serait très étonnant, déplacé. Comment voulez-vous qu'un tel peuple, surtout quand il arrive à l'étranger dans un pays africain où il croit qu'il est chez lui, et il a des raisons de le croire. Comment voulez-vous que ce peuple-là change? Et là où je veux en venir, c'est que quand comment il s'appelle, François Hollande disait qu'il allait changer la façon de gouverner la France, allait changer beaucoup de choses, c'était son tagline là. Vite le changement, quelque chose comme ça, toujours des conneries d'ailleurs, dont il est l'extrême, comment on appelle ça, obsédé. Et ce changement-là, on ne le verra pas. Parce qu'il y a chez le français ce qui bloque son réalisme, ce qui retarde sa lucidité, et ça retarde en plus les actions qui pourrait le faire sortir de ce caca, parce qu'il est en train d'entrer dans un caca. Je ne vais pas tellement rester là-dessus, mais il y a une chose qui est certaine, dans la section qui va suivre, vous allez voir, j'ai failli faire en fait une vidéo spéciale pour celle-là, mais en fait j'ai pas le temps. Alors je mets dans la vidéo une preuve que les Français n'arrêtent pas de pleurnicher. Ils n'arrêtent pas de pleurnicher. C'est un extrait d'une émission, Les Experts, sur la radio de business, BFM Business. C'est une radio de Bloomberg, sans aucun doute, mais en français. Et sur cette chaîne, ils étaient en train d'attaquer, tirer à boulet rouge sur le FMI. Moi, je n'ai qu'un souvenir j'ai un souvenir, mais un souvenir peut-être fugace, mais un souvenir très précis de ce qui s'est passé pendant des années en Afrique et particulièrement à Madagascar, dans les années Ratsiak. C'est-à-dire, si je prends de 1977 à 1989, et même les 2 ans qui ont suivi jusqu'en 1991, le FMI sur lequel ces Français-là sont en train de tirer à boulet rouge, le FMI a exigé de Madagascar des plans incroyables. C'est-à-dire que quand moi je relève souvent les méfaits de Ratsiak, qu'il faut garder à l'esprit que le système était défavorable à la France, qu'il y ait eu Ratsiak ou n'importe qui là, pas à la France, c'est un lapsus révélateur. Le système
était défavorable à l'Africain, et particulièrement aux Malgaches. On nous demandait, sous peine de ne pas avoir les prêts, parce que c'était des prêts que le FMI avançait, on nous demandait comment on appelle ça, des sacrifices drastiques. Ça a duré des années, et ça a duré même après. C'est-à-dire une fois que Madagascar a basculé dans comment on appelle ça, le marché. Et le FMI, en ce temps-là, faisait des malheurs incroyables à travers l'Afrique, même à travers l'Amérique du Sud. Ces gens-là qui sont en train de tirer à boulet rouge sur le FMI maintenant, ils croyaient, ces petits Français, qu'ils seraient à l'abri. Même en tant que petits Européens, ils croyaient qu'ils seraient à l'abri d'un FMI. Des méfaits d'un FMI. Alors là, il y a une petite qui dit « Oh, c'est incroyable, le FMI, on devrait le surveiller de près. En plus, son rôle, c'est de faciliter les échanges. Et qu'est-ce qu'il fait pour l'Europe, patati patata ?» Moi, je n'ai qu'une réponse. Bien fait pour ta gueule. Tu crois que ce monde où il y a des prédateurs et des proies, que ces prédateurs-là ne jugent pas d'abord en attaquant les proies faciles. Les proies faciles, c'était l'Afrique. Et qu'une fois que ces petits Africains, ces petits nègres ont été avalés, ils se tournent vers des plus gros poulets. Vous êtes les prochains poulets. Et c'est ça que vous n'acceptez pas. Vous avez joué un jeu dans lequel vous êtes dit, jamais ce système viendra, jamais on fera appel à ce système. Jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Il y a même une publicité du BFM Business qui n'arrête pas de répéter un con qui dit de toute manière, dans la pub pour BFM Business, de toute manière le FMI ça a été fait pour des gens qui n'avaient rien à manger, qui n'avaient rien à bouffer et qui crevaient pratiquement comme ça. C'est vraiment dans ces termes-là. Moi aussi je peux le dire maintenant. Le FMI a été créé pour justement pourvoir à des peuples qui sont en train de crever de faim ou de manque de finances, pourvoir à ces peuples-là un minimum. L'Europe tombe là-dedans maintenant, et ça a commencé par la Grèce, et ces pleurnichards qui sont là, c'est incroyable. Ils sont victimes quand ce sont eux qui sont touchés. Il n'y a que comme victimes, ils pleurnichent, c'est une spécialité française. Ils pleurnichent, attends, ils ne considèrent pas, le FMI ne fait pas ce qu'il a à faire, patati patata, mon Dieu, on devrait quand même le surveiller de près. Et dans la foulée, il y a Lévi Lang, un professeur dont l'avis est quand même souvent assez objectif, qui dit oui c'est vrai, ils ont peu de moyens, non mais en qualité, pourquoi ils disent ça, il faudrait vraiment les surveiller, patati patata. Quand l'Afrique ou l'Amérique du Sud ou bien les Philippines et tout ça étaient sous la férule de ce même FMI, ces gens-là ne disaient rien. C'était des gosses de riches qui regardaient les gens crever dehors. Et maintenant, parce qu'ils sont touchés, c'est vraiment d'une injustice intolérable. Moi je dis encore une fois, je le redirai parce que les occasions se multiplient, bien fait pour vos gueules. Et pourvu que ça continue, parce que l'Afrique est en train de se détacher de ça, et vous entrez là-dedans, et c'est bien fait pour vos gueules. Enfin, je termine vers la fin, le troisième volet de cette vidéo, c'est quand la France, juste avant les Jeux Olympiques, avait créé le buzz en ce temps-là, parce que des Tibétains, des manifestants français et tibétains avaient accroché la chinoise qui promenait la torche olympique à Paris, et ça fait un chahut incroyable. Et je mets ça là parce que c'est pour montrer à quel point, quand vos intérêts sont en jeu, vous êtes aussi petits que des Africains, vous les Français, aussi petits. Par rapport à la Chine, vous avez dû vous agenouiller. Le troisième volet, c'est vous voir vous agenouiller. Vous vous agenouillez littéralement devant la Chine. Parce que déjà le tourisme chinois vous rapporte des milliards, parce que déjà les relations économiques, commerciales avec les Chinois, vous avez intérêt à les garder. Vous vous agenouillez comme quelqu'un qui va faire une gâterie à quelqu'un de plus puissant que soi.
C'est tout simplement ça. Alors moi je n'ai qu'une conclusion. Apprenez. Et que dit ce petit documentaire d'une minute? Il dit, la Chine est convaincue que la France est le maillon faible de l'Europe. Texto. Je pourrais pas dire mieux. Comment vous avez vécu l'événement? Le FMI qui nous dit en gros, on pensait que la croissance reviendrait en 2012. Mince, ça s'est pas produit. On pensait que la dette grecque n'allait pas exploser. Mince, elle a explosé. On avait mis en place une troïka, FMI, Banque Centrale Européenne, Bruxelles. Ça n'a pas marché du tout. On a tous été nuls, surtout les Européens, quand même, beaucoup plus nuls que nous. On s'est totalement planté sur toute la ligne. Excusez-nous les Grecs, on est désolés. Enfin, c'est un truc de dingue. Je trouve que c'est absolument incroyable parce qu'on ne se rappelle pas que c'est le FMI qui a déclenché la crise grecque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le FMI a refusé de verser la tranche d'aide à la Grèce, qui avait été décidée de façon conjointe avec les Européens, parce que le FMI a une règle beaucoup plus stricte que celle qu'avaient les Européens, et qui consistait à dire si tous les besoins de financement ne sont pas couverts, on ne peut pas prêter. C'est la règle du FMI. Sachant qu'il est créancier senior plus. Et donc, c'est le FMI qui a dit, vous vous débrouillez comme vous voulez les Européens, mais il faut refaire de l'austérité, parce qu'aujourd'hui, la Grèce n'est pas capable de couvrir les besoins de financement qu'elle a annoncés, parce que vous savez, la Grèce avait dit que finalement son déficit serait plus élevé que prévu. Oui, le double. Donc de fait, voilà, 7 à 13. Le FMI, ce qui avait été décidé comme prêt ne couvrait plus les besoins de financement de la Grèce. Et donc c'est le FMI, on oublie, c'est lui tout seul qui a déclenché toute la crise de façon extrêmement importante. Donc je trouve qu'aujourd'hui, le FMI est dans une position qu'on critique pas assez. C'est-à-dire qu'il donne son avis sur des situations et ensuite il fait son mea culpa, mais enfin, on peut imaginer compte tenu du nombre de personnes... Les Européens, il fait le mea culpa en disant les Européens sont des cakes. On peut imaginer compte tenu du nombre de personnes dans cette institution, enfin il pourrait peut-être s'en apercevoir un peu avant. Et deuxièmement, la mission du FMI, c'est de faire en sorte que l'échange soit flexible dans le monde. Et alors là, on ne les entend pas du tout. Donc c'est vraiment ce paradoxe qui, moi, me frappe, c'est-à-dire qu'ils font des choses qu'on sait pas bonnes pour les économies, en particulier pour les économies européennes, mais personne ne dit rien sur le moment, et en revanche, ils ne font rien pour faire en sorte que leur mission soit réalisée. Donc, par exemple, vis-à-vis du yen japonais, vis-à-vis du yuan chinois, là, on ne les entend pas du tout. Et là, alors là, ça gêne personne. Donc, il y a cette espèce de... Je trouve ça fascinant qu'on continue à ne pas leur demander de compte. On rappelle que le FMI, en janvier 2007, considère que les subprimes, c'est un non-événement. Et puis qu'après, c'est la course au plus gros plan de relance, plus gros plan d'austérité. André Lévy-Lang, sur ce qui nous a énormément frappé, honnêtement, c'est le Wall Street Journal qui révèle ce document non officiel. Oui. Et moi, j'avais ma propre lecture, qui n'était pas exactement la même, et j'aime énormément la valeur ajoutée que vient d'apporter Mathilde Lemoine. Comment vous avez réagi à cette histoire? Et après, je vous poserai la question, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que, visiblement, on s'est planté collectivement. C'est un cas typique de ce que les Américains appellent le hindsight, la rétrovision. Je veux dire, il est toujours facile, 2 ans, 3 ans après, de dire « Ah oui, on n'a pas vu que, etc. » Premièrement. Deuxièmement, on oublie que cette opération grecque, même si elle était maladroite, mal gérée, etc., a permis tout de même de ne pas avoir une catastrophe portugaise, irlandaise et en cascade Italie, Espagne. Donc on était à un moment où vraiment le risque était sur l'ensemble de la zone euro et pas seulement sur la Grèce. Troisièmement, le vrai risque à l'époque, c'était que la Grèce sorte de l'euro. Et là, ça aurait été encore plus dramatique pour la Grèce. Donc je crois que en général, je trouve que le FMI a une influence qui est sans commune mesure avec ses moyens réels. Moyens en qualité et moyens en financiers. Donc il est nécessaire, parce qu'il peut faire des choses et peut obtenir des choses, mais là, c'était très déplacé. Et inutile surtout, inutile. Rien d'écrit, rien d'officiel, mais la consigne est manifeste. Les voyagistes de Pékin ont reçu des directives leur demandant de retirer la France de leur destination de groupe. Cet ordre émane de la municipalité de Pékin, mais il n'a pas été publié. Les responsables chinois concernés se refusent à tout commentaire. Je ne suis pas au courant. Montez au 18e, ils vous diront peut-être. Mais les Pékinois, eux, trouvent cela très logique. Comme ça, les Chinois peuvent exprimer leur émotion et leur mécontentement vis-à-vis de la France.
Si les circuits sont annulés, c'est à cause de ce qui est arrivé à la torche et de ce qui s'est dit sur le Tibet. Moi, je soutiens le gouvernement chinois. On ne peut pas se moquer impunément de la souveraineté chinoise. Silence total côté français à Pékin. Le dossier est sensible, la part chinoise dans le tourisme français est en hausse régulière. L'an dernier, 1,5 million de Chinois ont ainsi visité le Louvre, le Château de la Loire et les Galeries Lafayette et dépensé plus en moyenne journalière que les touristes américains. Le désamour des Chinois se manifestait depuis plusieurs semaines déjà par une baisse des demandes de visa à destination de la France. Une baisse mise au compte des tensions franco-chinoises à la suite du parcours contesté de la flamme olympique à Paris. La Chine considère manifestement la France comme le maillon faible de l'Europe. Elle n'hésite donc pas à lui rappeler que si elle veut continuer à tirer profit des bataillons de touristes chinois, il est important, par exemple, de renoncer à recevoir officiellement le Dalai Lama. Dit à l'escrimeuse chinoise handicapée Jin Jing. Dans cette lettre, Nicolas Sarkozy salue le courage de la jeune femme qui avait refusé de lâcher la flamme olympique dans la bousculade provoquée par les manifestants.